Nous sommes dans le noir, l'écran est sans image. Ceci n'est pas un reportage. Ça n'est pas non plus un documentaire. C'est un autre regard sur la cité. Le titre apparaît, la cité dans tous les sens. L'écran est à nouveau noir. Ah, salut Yasmina, comment ça va ce matin? Youhou, Yasmina, c'est le marchand de journaux. Oh, excusez-moi, je suis un peu dans la lune, je suis pas bien réveillée ce matin. Hein. Mais je vous ai reconnu évidemment. Enfin. Ah j'espère bien quand même. Bon, c'est une belle journée qui se prépare. Ah oui, c'est une belle journée. Mais je suis pressée, j'ai un rendez-vous très très important. Je vous raconterai, j'y vais, au revoir. Ok, salut Yasmina. Salut. Il me fait rire cet homme-là. Ça fait 10 ans que tous les matins je rencontre le même buraliste à la même heure, au même endroit. Et lui il se demande toujours si je le reconnais. Prudence et vigilance pour traverser la rue de la République. Est-ce que je peux vous aider? Mais je vous remercie, je me débrouille. Mais je voudrais simplement que vous me disiez si c'est bien le 27. Ah oui, c'est bien ça. Ah mais je vous remercie. Bonne journée. Merci. L'écran s'anime, l'image apparaît. Yasmina est dans le bus, assise face à un jeune homme en fauteuil. Il la regarde plier sa canne. On est où déjà? Ah oui, on arrive à la gare. Prochain arrêt, Liberté. Station Liberté. Liberté d'aller où je veux, quand je veux. Tout un programme. Le jeune homme a appuyé sur le bouton de demande d'arrêt qui est à sa portée. Il se positionne devant la porte. La caméra se substitue à son regard. La porte, s'il vous plaît. Oh, encore un qui est pressé. N'empêche que on arrivera quand même à Noël en même temps. Hein. La plateforme d'accès au bus se met en place. Je vous en prie, madame, montez. Une maman monte avec sa poussette grâce à ce plan incliné. Merci monsieur. Bien le système, mais c'est pas très large, il faut quand même que je fasse gaffe. Le jeune homme descend du bus, se faufile entre les personnes et les obstacles. Elle est où cette foutue rampe déjà? Ah, c'est bon, ok, elle est là. Ok. Et se dirige vers une vaste esplanade. Un homme de petite taille le dépasse sur le côté droit, marche devant lui rapidement. La caméra le suit, puis emprunte son regard. Il entre dans une gare. Tiens, il y a un distributeur là. Enfin, une machine à portée de main. C'est drôle, j'ai l'impression d'être à la hauteur. Il prend son billet au distributeur. Super, besoin de personne pour mettre ma carte bleue. Et règle avec sa carte. Il se rend à l'escalator d'accès au quai. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, L'homme qui l'interroge ne réagit pas. excusez-moi, monsieur, c'est bien là le train pour Chambéry? Le petit homme le touche, il se retourne Excusez-moi. C'est bien là le train pour Chambéry? et lui montre par geste qu'il est sourd. Bon. Nouveau changement de personnage, c'est la personne sourde qui prend le relais.
Il regarde l'homme de petite taille lui parler, puis emprunte l'escalator et arrive sur le quai. Le film est sous-titré. Tiens, mon train n'est pas encore arrivé. Regardant le panneau d'affichage, c'est bizarre ça. En plus, il n'est pas sur l'écran. Qu'est-ce qu'ils regardent tous? Et cette dame, elle a l'air un peu perdue. Un jeune homme attend sur le quai. Ils scrutent tous deux le panneau d'affichage. Le jeune homme téléphone de son portable. Alors papa, Oui, Alexandre. Oui, Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? le crâne n'est pas là. Le train, il n'est pas là. Ouais. Bon, regarde à côté de toi s'il y a quelqu'un Bah qui oui. peut t'aider. Un monsieur ou une dame, et tu lui passes le Une dame, téléphone, là. tu lui demandes quelle tête. C'est D'accord? pourquoi Ah. Je réponds au téléphone? Oui, bien sûr, je vais l'aider. Oui, d'accord, je l'accompagne. Je l'accompagne. Le crâne n'est pas là. Voilà, on va changer de quai, on va prendre l'ascenseur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Le crâne, madame. On va y aller, l'ascenseur est là-bas. Faut pas t'inquiéter, Ouais. on va se dépêcher un petit peu. Et puis ça sera bon. Le crâne n'est pas là. Voilà, il est là. Le crâne n'est pas là. Ils se dirigent vers un ascenseur à 2 ouvertures. Voilà. Ils entrent dans l'ascenseur en même temps que, face à eux, un jeune homme avec des béquilles. C'est bon? Le crâne, madame. Voilà, on est arrivé, on est sur le bon quai. C'est tout bon. Tu vas monter dans le train et puis tout se passera bien. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon voyage. Ah ouais, madame. Au revoir. Ils montent avec les autres voyageurs dans le train. Rejoint le wagon à l'étage supérieur. Et alors qu'il y a plusieurs places libres, s'arrête à côté d'une jeune fille assise côté couloir. C'est ma place encore, c'est ma place. S'il te plaît, ma place. Encore, c'est ma place encore, allez. Ok. Elle se déplace côté fenêtre. Face à eux, un jeune homme semble agité. Il tapote son billet sur sa cuisse. Le regarde plusieurs fois. Mesdames et messieurs, bonjour, contrôle des billets. Monsieur, Bonjour, madame. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, bonjour. j'aimerais que vous me contrôliez parce que j'ai un congrès là, s'il vous plaît. Patientez un instant, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est urgent. Oui, bah donnez-moi votre Merci billet. beaucoup. Donnez-moi Voilà. votre billet. Voilà. Le contrôleur vérifie en priorité son billet. Merci, monsieur. Le train est arrivé. Il descend sur le quai. Bon, au congrès, je vais prendre la parole et je vais leur dire... je sais plus. Sort de la gare. L'image s'accélère. Si, je sais. Je vais leur dire... ça n'est pas une utopie de vouloir une ville qui rassure, une ville qui partage. La ville défile très vite devant lui. Une ville en pente douce, qui n'interdit pas, mais qui autorise. La caméra met l'accent sur les obstacles et les aides techniques. Une ville solidaire qui accepte tout le monde. Je leur dirai qu'on ne sera jamais dans la cité si on ne peut pas y accéder, si on ne peut pas y vivre et travailler, Un vélo si on ne peut pas s'y amuser. et une personne en fauteuil évoluent Je leur dirai que sur une place. ça n'est pas une utopie de vouloir une ville faite aussi bien pour les fauteuils roulants que pour les déménageurs. Les vieux, les tout petits. Il arrive devant un bâtiment.
masque son regard de ses mains, Mais ils ne m'écouteront pas. puis se rouvre Ils vont me dire que c'est plus partiellement. compliqué que ça, que la ville idéale, ça n'existe pas, que c'est beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas que nous. Entre elles défilent tous les personnages que nous venons de suivre. On ne voit que le bas de leur corps. C'est vrai, ils ont peut-être raison. Mais je vais quand même leur dire que ça n'est pas une utopie. Ils sont au centre de congrès. Voilà pour cette vidéo Vivre la cité dans tous les sens. C'est une vidéo qui a été tournée par une équipe de télévision belge, la RTBF, et qui a été diffusée il y a quelques années par France 2. Je me présente donc Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info. On est ensemble pour la matinée. C'est une matinée qui est retransmise sur le net avec la possibilité de poster des questions et des commentaires sur le compte Facebook de l'ARACT Île-de-France. 3 tables rondes ce matin. À l'issue de chacune des tables rondes, vous aurez la possibilité, vous aussi, de commenter, de réagir ou de questionner. Pour introduire cette matinée, je vais demander à Magali Bounex, adjointe au département politique de l'emploi de la Direct Île-de-France, de bien vouloir rejoindre le pupitre. Bonjour madame. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir aujourd'hui ce séminaire du plan régional d'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail en partenariat avec la GFIP. Et je vous remercie tous et toutes de votre présence à cet événement qui se situe aussi dans le prolongement de la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés. Donc l'emploi des travailleurs handicapés, leur inclusion, leur maintien sont des thèmes majeurs, des thèmes centraux. L'État porte différentes réformes dans ce contexte et dans ce domaine. Je voulais les rappeler aujourd'hui. Ces réformes, elles visent effectivement les travailleurs handicapés. On l'a vu, il y a de nombreuses problématiques, de nombreux obstacles, et le mot a été prononcé, et le film à cet égard est très parlant et démontre les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, mais aussi des réformes qui visent une offre de services à destination des entreprises. Il faut que cette offre de services, elle soit lisible, elle soit visible, connue de tous et articulée. Dans les différentes réformes qu'a pu porter l'État, il y a celles qui sont déjà mises en place. L'emploi accompagné est un dispositif majeur. Il permet une sécurisation pour l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap tout au long du parcours professionnel. Dans les différentes initiatives au-delà du plan égalité, la Convention à tout pour tous est aussi une action concertée pour que les acteurs se connaissent mieux, qu'il y ait une meilleure interconnexion et que des parcours d'insertion puissent être mobilisés. L'ensemble de ces réformes qui ont été mises en place s'accompagne aussi lors de la loi du 5 septembre Choisir son avenir professionnel. Il y a un volet handicap avec toutes les mesures relatives à l'obligation d'emploi. Et donc ces différentes mesures œuvreront pour l'emploi des travailleurs handicapés et constitueront des thèmes majeurs qui ont été et continueront d'être portés par l'État. Ces thèmes, que ce soit l'inclusion, que ce soit le maintien, sont des enjeux de société, des enjeux sociaux. Il serait faux de penser que ces enjeux sont réservés à des spécialistes, à des personnes qui sont spécialistes du domaine. C'est vraiment un cadre de réflexion qui doit être élargi, une mobilisation concertée. Et c'est ce que nous permet aujourd'hui le plan régional d'égalité d'accès à l'emploi et dans le travail, et nous permet ce cadre de réflexion et d'aller encore plus loin ensemble. Donc aujourd'hui, nous aurons 3 tables rondes, ça a été rappelé, avec trois axes majeurs. Le première table ronde nous parlera des questions de recrutement, avec la présentation de bonnes pratiques. Ces tables rondes, c'est l'occasion d'avoir des regards croisés. Je le disais, l'apport de tous, la réflexion de tous est importante. Donc il y aura des regards croisés à travers des entreprises qui pourront intervenir, des acteurs de l'insertion, des institutions. Je crois que cette table ronde sur le thème de recrutement, c'est une manière de lancer effectivement la question de l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Vous le savez, mais je crois qu'il faut le rappeler, les personnes qui sont en situation de handicap sont en situation très défavorable face au marché du travail. C'est 6% de la demande d'emploi en Île-de-France. Et on remarque au premier semestre de cette année, la situation des personnes qui sont en situation de handicap face au marché du travail s'aggrave, puisque leur demande d'emploi augmente. La deuxième table ronde sera consacrée au maintien dans l'emploi.
et le cadre de réflexion sera notamment consacré à la réforme des OPS, cette convergence des missions d'insertion et de maintien dans l'emploi qui garantissent cette sécurisation et ce parcours tout au long de l'insertion et du maintien dans l'emploi. Et enfin, une dernière table ronde concernera l'usure, la prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle. Il est clair que ce thème-là doit être pensé très tôt en amont, dès le recrutement. Et c'est vraiment un thème majeur pour l'emploi et le maintien des personnes en situation de handicap. On peut penser effectivement que cette question concerne l'ensemble des salariés quand on constate le vieillissement de la population active, mais cette question elle est d'autant plus prégnante pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà les 3 thèmes qui nous occuperont aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à l'ensemble de vos échanges, mais je suis certaine qu'ils seront riches, qui seront nombreux, qui nous permettront d'aller encore plus loin ensemble dans la manière dont on peut améliorer les solutions, dans la manière dont on peut inventer ensemble et aller encore plus loin. Je vous remercie et je cède la parole à Monsieur Goé, adjoint au Défenseur des droits. Merci beaucoup. Patrick Goé, prenez place, je vous en prie, sur l'un des fauteuils. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors peut-être tout d'abord un petit focus pour nous rappeler ce qu'est le Défenseur des droits, ce que cela recouvre, parce qu'il y a une montée en puissance indéniable et pour autant, vous n'êtes pas encore suffisamment connu. Alors d'abord, un mot sur le film, je le trouve excellent. D'abord parce qu'il montre que le handicap est divers. Ensuite, il montre que c'est un vrai parcours du combattant quand on est handicapé. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est que quand on apporte des solutions aux personnes handicapées, on améliore la vie de tout le monde. Parce qu'on fait des aménagements qui sont utiles à tout le monde. Donc ça, c'est très important. Le Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. Mais elle a cette particularité d'être constitutionnelle. C'est le regroupement de 4 anciennes institutions. La première, c'est le médiateur de la République, c'est-à-dire l'accès aux droits des usagers des services publics. C'est aussi l'ancienne défenseur des enfants. C'est aussi la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire l'observation des droits par les tenants de l'autorité publique. Et puis, c'est aussi l'héritage de la HALD. Et sur les 3 adjoints du défenseur, je suis celui qui y correspond, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Donc, c'est très important de savoir que c'est le regroupement de 4 anciennes institutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que nous avons plusieurs vocations. La première, on peut nous saisir chaque fois que l'on estime que l'une de nos 4 vocations correspond à ce à quoi on a droit. Bon, ça c'est la première chose. Mais sur la base des saisines qui nous parviennent, on réalise qu'il y a des textes à changer, ou il y a des textes à adopter, ou il y a des mesures à prendre. Donc le défenseur formule un avis au pouvoir public. Et puis, nous réalisons aussi un grand nombre de documents. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de celui qui concerne l'aménagement raisonnable. L'aménagement raisonnable, c'est une disposition de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et c'est l'accord de volonté entre l'employeur et la personne handicapée pour que cette personne handicapée puisse effectivement, à l'intérieur de l'entreprise, accomplir le métier sur lequel elle a postulé et sur lequel elle a été retenue. Donc, on peut nous saisir, on formule des avis, et puis alors quand le Parlement s'apprête à adopter un texte, le Parlement les commissions qui délibèrent sur le sujet peuvent demander au défenseur des droits son avis. Si quelquefois il l'oublie, on s'invite, on y va, on ne peut pas nous le refuser. C'est ainsi que nous avons donné un avis énergique sur la fameuse loi Elan sur le logement, qui est un recul considérable par rapport au texte auquel la France a souscrit, et notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. On sera la dernière société en Europe à ne pas pratiquer l'accessibilité universelle. Chacun dans ses responsabilités, nous avons assumé les nôtres, c'est un recul sur ce plan-là. Oui, en plus, chez le défenseur des droits, il y a un peu de passion. C'est bien naturel.
Vous avez été directeur général de l'UNAPI, délégué interministériel aux travailleurs handicapés. Vous connaissez vraiment bien le domaine du handicap et vous allez nous faire un focus sur les saisines concernant les discriminations liées au handicap dans le cadre de votre mission. Dans un contexte où les discriminations peuvent être particulièrement nombreuses, il y a plus de 20 critères de discrimination, comment se situent ces saisines pour discrimination liées au handicap? Quel est leur profil? Tout d'abord, il y a 25 critères de discrimination prohibés par la loi. Je vais en citer 4 ou 5. Il y a effectivement le handicap, il y a l'âge, il y a l'état de santé, etc. D'ailleurs, l'âge est une de nos préoccupations majeures aujourd'hui. Ça fait 20 ans que la société française tergiverse dans les dispositions qu'il faut qu'elle prenne en ce qui concerne les conséquences de l'allongement de l'espérance de vie. Ça se traduit inévitablement par de la perte d'autonomie. Donc d'ailleurs, handicap, dépendance, voilà 2 phénomènes sociétaux qu'il est important de traiter. Alors le handicap, eh bien, le handicap, c'est la première cause de saisine du défenseur. Depuis 2017, on est en train de préparer notre rapport 2018, ce sera la même chose. Ce sera la première cause de discrimination. Sur les 25 critères de discrimination. Et la première des raisons pour lesquelles les personnes en situation de handicap nous saisissent, c'est l'emploi. L'emploi, l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, l'évolution de carrière, l'adaptation du poste de travail. Autant de phénomènes qui conduisent nombre de nos concitoyens handicapés à nous saisir. Mais c'est aussi l'accès à l'école, c'est aussi l'accès à la santé. La loi Elan, le nombre de médecins, le nombre qui sont au 2e, 3e, 4e étage. Alors, à moins d'être soulevé par une corde à l'extérieur de l'immeuble, on ne peut pas y accéder. Donc voilà, le handicap, c'est vraiment un parcours du combattant. Il y a une évolution sur les dernières années du type de saisine, du nombre, et du type de saisine. D'abord, autrefois, ce n'était pas la première cause. Hein, ce n'était pas la première cause, c'est récent. Ensuite, le type de saisine, c'est aussi, par exemple, et on va y consacrer avant la fin de notre mandat un travail acharné, c'est la question de l'accessibilité. On est beaucoup saisi, notamment parce que les organismes qui sont chargés de conduire, qui peuvent être sollicités parce que spécialisés, sont rarement à la hauteur du besoin. La SNCF a incontestablement réalisé des progrès, mais enfin, quand vous avez une place pour handicapés dans une rame de TGV, vous comprenez bien que c'est loin de répondre à la totalité des besoins de la population handicapée. Donc, le transport est également une très importante cause de saisine du défenseur en ce qui concerne le handicap. Ce que je n'ai pas dit et qui est important, c'est que ces réclamations, on peut les formuler sur notre site, on peut écrire au siège, mais on peut aussi rencontrer un de nos 500 délégués sur le terrain. On a 500 délégués, dont une centaine, il y en a à peu près un par département, qui est référent handicap. On l'a spécialisé, il est généraliste ou elle est généraliste, mais il ou elle a été spécialisé dans le domaine du handicap. C'est important parce que sur un papier, sur un document que l'on remplit, etc., on n'a pas forcément l'opportunité d'expliquer les à côté de la démarche que l'on fait. Quand on va voir le délégué, il fait une permanence d'une journée par semaine. Vous pouvez en connaître le lieu, les horaires, à la mairie, à la sous-préfecture. Enfin non, à la sous-préfecture, on ne reçoit plus personne. Il y a une petite affiche honteuse qui dit la sous-préfecture ne reçoit plus le public. Allez vous adresser à tel endroit, vous serez bien reçu. En effet, il y a trois jeunes du service civique qui sont très agréables, qui accueillent, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on ne reçoit plus le citoyen. On ne le reçoit plus. Il faut qu'il se débrouille avec son ordinateur ou qu'il essaie de trouver quelqu'un qui va lui demander 50 € pour débrouiller son affaire. Donc, vous voyez, vous pouvez m'inviter à pas mal de réunions, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je crois que vous avez encore des questions à me poser. Peut-être une dernière par rapport à ces saisines. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Quel type de réponse vous y apportez, mais à ces saisines handicap en particulier? À ces saisines, ces saisines handicap, une fois qu'on est saisi, c'est ce que l'on appelle le réclamant, on s'adresse aux mises en cause. S'il y a un problème dans l'accomplissement du contrat de travail, etc., etc. Donc, on a des prises de position générales
mais on a aussi un accompagnement et un suivi de la situation de la personne qui nous saisit. S'il s'agit d'un problème d'évolution de carrière, par exemple, vous savez, nombreuses sont les personnes qui nous disent, voilà, moi j'ai été embauché dans le cadre d'une équipe, on a à peu près commencé au même moment, les autres, ils progressent dans l'entreprise, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de plus mauvais résultats, ou en tout cas, si c'est le cas, il faut me le démontrer. Donc, on s'adresse aux mises en cause, à l'employeur mis en cause, et puis on lui dit, pour l'instant, on n'a pas d'opinion. On a l'opinion de la personne qui nous saisit, on attend de savoir quelle est la vôtre. Donc l'employeur nous explique, il peut d'ailleurs parfois nous donner de bonnes raisons, mais il peut aussi s'abstenir de nous donner des raisons, auquel cas d'ailleurs, on lui dit, puisque vous ne répondez pas, on vous adresse une mise en demeure, et puis d'ailleurs, si quelquefois ça ne suffit pas, on saisit le juge, parce qu'on a toutes ces possibilités-là. On peut aussi rendre publique l'attitude d'un employeur qui s'est révélé être handiphobe 4 ou 5 fois. Hein, on a des moyens d'action. Alors, ceci étant, ce que nous pratiquons, comme vous l'avez compris, c'est le contradictoire, et ce que nous recherchons, c'est un règlement amiable. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, ça aboutit. Ça aboutit. Et d'ailleurs, il n'est pas question de stigmatiser systématiquement le mis en cause. D'ailleurs, il n'y a pas à le stigmatiser. Il s'agit de régler le problème. Et puis parfois, vous avez affaire, en particulier dans les petites entreprises, etc., vous avez affaire à une méconnaissance des textes ou à de réelles difficultés économiques. Il s'agit aussi de comprendre les parties. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des médiateurs. Et les saisines peuvent donner lieu aussi à des suggestions, des préconisations pour améliorer la loi. Ah ben oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous parlais du transport. Il y a bien d'autres sujets. De toute façon, on reviendra à la charge sur la question de l'accessibilité, puisque le défenseur est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Donc, on ne manquera pas, mais de manière constructive, en faisant des propositions. Encore une fois, notre rôle est de contribuer à l'évolution des choses. Moi, j'ai trouvé intéressant. Vous aviez peut-être encore une question? Non, moi j'ai trouvé. Je vous en prie. J'ai trouvé intéressant le film aussi pour une raison majeure. C'est qu'au fond, il nous décrit bien ce qu'est le phénomène du handicap. Ça, c'est fondamental. Vous avez deux causes à la production du handicap. Vous avez là où les déficiences qu'une personne peut connaître, et puis vous avez l'inadaptation de l'environnement, y compris sur le plan culturel, le regard que l'on porte sur la personne en situation de handicap. Il y a ces deux causes-là à la production du handicap. Par conséquent, il y a deux réponses. La première, c'est la réponse à la déficience, c'est la compensation. C'est la mesure individuelle que l'on prend en fonction de la nature et du degré du handicap de la personne. C'est la compensation. Et finalement, quand on donne à la personne la compensation dont elle a besoin, c'est de la liberté qu'on lui donne. Quand il s'agit de l'autre cause, c'est-à-dire de l'inadaptation de l'environnement, il s'agit d'aménager l'environnement. Là, on crée de l'égalité. Et puis, quand on organise des réunions comme celle-ci, et que l'on fait réfléchir l'ensemble de la société sur la question du handicap, eh bien, c'est une forme de fraternité qui est réalisée. C'est une politique éminemment républicaine, la politique du handicap, éminemment républicaine. Et je pense que tout ça permet, et ça c'est fondamental, aux personnes en situation de handicap de découvrir et de faire profiter l'ensemble de la société de leurs talents et de leurs capacités, pourvu qu'ils aient la compensation et l'accessibilité qui leur sont nécessaires. Merci beaucoup, Patrick Goé. Merci. Merci pour ces informations et pour ce franc-parler. On va faire un focus à présent avec Hélène Chamboredon de la Direct Île-de-France sur l'emploi des travailleurs handicapés sur la région francilienne. Alors, je vous laisse vous installer. Voici la petite zapette pour passer quelques diapos. Vous allez nous présenter quelques éléments et quelques chiffres clés, Hélène Chamboredon. Oui. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais plutôt essayer de donner des éléments de cadrage globaux. Comme l'a rappelé M. Goé, la notion de handicap, déjà, elle peut être appréhendée de différentes manières et on ne va pas la chiffrer
on ne va pas la chiffrer de la même manière. Donc, M. Goé disait que le handicap pouvait s'appréhender à partir de situations de déficience et d'incapacité, mais aussi à partir de l'environnement. C'est la définition de 2005. Là-dessus, on n'a pas beaucoup de chiffres. Nous, on aura une définition plus restrictive et j'y reviendrai. Si je fais passer les diapos, c'est mieux, pardon. Donc voilà, vous avez l'appréhension du handicap à partir de la loi de 2005. Et on a un zoom qui nous permet de chiffrer, nous, la population du handicap à partir de l'appréhension du travail et de l'emploi. Et donc, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, autrement dit, les travailleurs handicapés. Ils sont définis légalement par l'article L512-13 du Code du travail. Pour un cadrage très global, et donc en reprenant cette notion de personnes qui disposent d'une reconnaissance administrative telle qu'elle est définie dans le Code du travail, on a des données d'enquête, en fait, qui ne sont pas des données administratives. Donc une enquête qui a été réalisée il y a maintenant plusieurs années, mais qui reste la seule photo dont on dispose. Donc c'est l'enquête handicap santé, qui nous dit qu'en Île-de-France, on a 6% des personnes de 20 à 59 ans qui sont identifiées comme ayant une reconnaissance administrative du handicap, que ces personnes qui ont une reconnaissance, il y en a la moitié, en fait, qui occupent un emploi, alors que si on regarde la proportion de personnes qui n'ont pas de reconnaissance, c'est 8 sur 10, et que ces personnes qui ont une reconnaissance, il y en a 1 sur 5, autrement dit 20%, qui sont au chômage en Île-de-France. Si maintenant je m'intéresse donc aux personnes telles qu'on les connaît à partir de nos dispositifs administratifs, et notamment donc les travailleurs handicapés qui sont salariés, qu'on appelle donc les salariés bénéficiaires de l'obligation de l'emploi dans le travail, bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans le travail. Donc on a des données là qui sont administratives. En Île-de-France, je vais quand même introduire quelques réserves. Ces données administratives, elles sont, parce que l'Île-de-France est une région particulière qui, d'une certaine manière, essaime dans toute la France. Donc les données d'Île-de-France, quelquefois, il y en a quelques-unes qui vont concerner des régions hors Île-de-France et je n'ai pas la possibilité de vous dire lesquelles. Donc voilà, prenez ces données avec quelques précautions. Mais bon, donc on a 20 000 établissements en Île-de-France qui sont assujettis à cette obligation d'emploi, c'est-à-dire qu'ils doivent employer des travailleurs handicapés parce qu'ils ont plus de 20 salariés. Donc comme je l'ai dit, l'Île-de-France est une région où se concentrent des sièges. Donc ces sièges, ils vont voilà, avoir des lieux de production et d'emploi bien au-delà de la seule région. Si on regarde les salariés qui sont donc handicapés et qui travaillent dans ces établissements assujettis, on en a la moitié qui sont des hommes, on en a près de la moitié qui ont plus de 50 ans, donc la problématique du vieillissement des travailleurs handicapés est véritablement importante. La très grande majorité sont employés en CDI, même si cette proportion est en train de... les choses évoluent dans le temps, et on en a un quart qui travaille à temps partiel. Si je regarde, donc ce graphique, excusez-moi, il est particulièrement illisible, mais en fait je l'ai mis parce que vous avez la clé USB, et donc après vous pouvez vous reporter éventuellement pour avoir des données plus précises. Ça nous donne les secteurs principaux en fait dans lesquels on va trouver à la fois les établissements qui embauchent et les salariés. On a le commerce, les activités scientifiques et techniques, les domaines de la santé humaine et de l'action sociale qui sont les principaux secteurs. Autre manière de regarder l'emploi, c'est les personnes qui sont privées d'emploi, donc les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, comme l'a dit Magali Bounex en introduction, donc ils représentent 6%, un peu plus de 6% des demandeurs d'emploi en Île-de-France. Vous avez la répartition par département, là encore, c'est pas pour vous la commenter en direct. Et puis, la répartition par sexe, on a une légère dominante des hommes, mais vraiment très marginale. Par niveau de diplôme, là, le point important, mais il est connu, c'est que les demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi ont comme caractéristique d'être particulièrement sous-diplômés par rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi. J'ai dépassé mon temps. Donc, je voulais vous dire trois choses par la suite. Une autre manière, en fait, de parler de l'emploi, c'est de parler des entreprises qui
en fait, ont passé des accords agréés. Là, l'Île-de-France se caractérise par le fait qu'elle réunit les 3/4 des accords agréés et qui sont donc des dispositifs que l'entreprise met en place pour avoir une politique interne d'emploi, de maintien des travailleurs handicapés. Donc l'Île-de-France a un très gros poids dans ces dispositifs de négociation et ces accords représentent près de 2 millions de salariés assujettis. Donc pas les salariés travailleurs handicapés, mais de salariés dans l'entreprise. Sur les questions de maintien, il y aura une table ronde, juste 2 données. Donc il y avait eu un rapport de l'IGAS qui chiffrait en fait à 1 ou 2 millions de salariés les personnes qui étaient en risque de désinsertion. Je vous ai mis les références en fait de ce rapport à la fin. Et il y a une étude très récente de l'INSEE qui est sortie, qui est intéressante parce qu'elle vient en fait montrer un peu les liens entre travail, accident du travail et risque de désinsertion. Là aussi, vous avez la référence dans la diapo. Je vous remercie et je laisse la parole à mes collègues de la Direct qui vont vous présenter les évolutions législatives. Merci beaucoup. Alors, on va voir avec Céline Noailles-de-Gors l'évolution du cadre juridique avec un certain nombre de nouvelles dispositions introduites par la loi du 5 septembre 2018. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et mon propos sera complété par ma collègue Yamina Ahmed Brahim qui portera quelques éléments sur la réforme des entreprises adaptées. Alors, cette loi liberté de choisir son avenir professionnel, sur le temps imparti, j'ai choisi de vous la proposer en 3 volets. Un premier volet qui va évoquer les mesures concernant l'obligation d'emploi, un deuxième volet sur diverses mesures, en particulier celles concernant la formation, et un troisième volet qui, elles, concerneront effectivement les entreprises adaptées. Alors, attendez, voilà. Alors, donc, ce premier volet donc, concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Vous dire que donc l'ensemble de cette loi sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. En l'occurrence, sur les implications directes des contributions, elles concerneront l'année 2021. Pour évoquer aussi le fait que autant cette partie, que l'ensemble des mesures ont été évoquées lors d'une séquence de concertation au premier semestre 2018, qui incluant les partenaires sociaux et les associations, et que sur les différents volets que je vais évoquer là, nous sommes en attente de modalités qui seront fixées par décret. Ça devait commencer ce trimestre-ci de fin d'année et certainement tout arrivera sur le premier semestre 2019, c'est dans tous les cas ce qui est planifié. Voilà. Alors, sur cette réforme de l'obligation d'emploi, un premier aspect qui concerne la mobilisation des employeurs. Dorénavant, tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, devront déclarer les travailleurs handicapés qu'ils emploient. Ce n'était pas le cas auparavant. Et toutefois, cela ne change rien au fait que seuls les employeurs de 20 salariés et plus restent assujettis à l'obligation d'emploi de 6% et devront continuer à verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif. Deuxième volet, l'assujettissement à l'obligation d'emploi se fera dorénavant à minima au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement. En effet, cela permet de travailler au même niveau que pour les autres contributions sociales et que le niveau également des politiques RH. Je passe, alors, quand j'ai mis quelques précisions entre parenthèses, c'est ce que on peut rajouter, mais bon, quand on passe comme ça d'un régime à un autre, il y a effectivement des modalités transitoires qui seront prévues pour travailler le système, enfin pour arriver sur le nouveau système. Le taux d'obligation d'emploi qui est fixé aujourd'hui à 6% et qui est fixé depuis son origine en 1987 fera l'objet d'une clause de revoyure, c'est-à-dire que tous les 5 ans, un débat sera proposé au Parlement pour estimer si ce taux d'emploi doit être maintenu, et ceci en fonction de la prévalence du handicap dans la population active et de la situation des TH au regard du marché du travail. Un deuxième grand volet qui concerne la simplification pour les entreprises. La déclaration de l'obligation d'emploi se fera dorénavant par la déclaration sociale nominative et non plus par déclaration papier ou autre comme cela se fait aujourd'hui.
Le recouvrement de la contribution sera transféré aux URSSAF et caisses de la MSA, comme l'ensemble des autres contributions sociales, ce qui permettra aux entreprises d'avoir un unique interlocuteur. En termes maintenant de valorisation de l'emploi des travailleurs handicapés, toutes les formes d'emploi seront valorisées dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Par exemple, le plafond de 2% des effectifs salariés prévus pour les stagiaires ou les bénéficiaires des périodes de mise en situation professionnelle n'apparaît plus dans la loi. On peut rajouter qu'il y a également une expérimentation sur 3 ans qui sera consacrée à voir si un nouveau cas de recours au travail temporaire spécifique aux travailleurs handicapés peut effectivement favoriser l'accès au travail. Le point suivant concerne le recours à la sous-traitance. Ce recours à la sous-traitance aujourd'hui, qui est fait auprès des entreprises adaptées ou auprès des établissements au service d'aide par le travail ou auprès de travailleurs indépendants handicapés, sera valorisé différemment et sera normalement sans impact pour l'entreprise. Différemment parce qu'il sera valorisé sous la forme de déduction de la contribution et non plus comptabilisé dans le taux d'emploi, ce taux objectif de 6%. L'objectif est bien dorénavant, lorsque nous parlerons de taux d'emploi, on sera sur un taux d'emploi direct. À présent, au niveau de l'encadrement des dispositifs exonératoires, un certain nombre de dispositifs, de mesures étaient en place pour faire diminuer la contribution des entreprises moyennant un certain nombre de dispositions. Eh bien, dorénavant, donc 3 volets vont évoluer. La liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières sera révisée par décret sur des propositions issues de négociations de branches professionnelles. Un deuxième volet qui concernait les minorations au titre des difficultés d'insertion et de maintien dans l'emploi sera maintenu, mais sera recentré pour encourager le maintien en emploi des travailleurs handicapés seniors. Auparavant, il concernait aussi les personnes qui étaient en chômage longue durée, les personnes sortant des AT ou en premier travailleurs handicapés recrutés. Les dépenses déductibles de la contribution seront elles aussi révisées pour favoriser l'emploi des travailleurs handicapés et recentrées sur l'impact direct à l'emploi. Un mot sur les accords agréés que vous a définis tout à l'heure ma collègue. Eh bien, ces accords agréés il est souhaité que ces accords deviennent un vrai levier pour amorcer une politique favorable à l'emploi des travailleurs handicapés. Ils seront dorénavant limités à 3 ans et renouvelables une seule fois. Je vais aborder à présent le deuxième volet qui concerne un certain nombre de mesures spécifiques de la loi, en l'occurrence sur le volet apprentissage. Les référents handicap seront généralisés dans les CFA à côté du 1er janvier 2019. On peut noter déjà la présence de référents handicap dans un certain nombre de CFA sur l'Île-de-France. Ensuite, une aide unique et systématique pour l'employeur embauchant un apprenti TH sera instaurée. Et puis, j'ai rappelé quelques mesures là, de la loi qui viennent impacter le régime de l'apprentissage et qui ne sont pas, elles, propres aux travailleurs handicapés, mais qu'il faut quand même noter, je pense. Les conditions d'entrée qui se feront dorénavant, à l'application de la loi tout au long de l'année, qui permettront d'accueillir les personnes jusqu'à l'âge de 30 ans. Je rappelle qu'a priori, il n'y a pas de modification pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de limite d'âge à l'accès à l'apprentissage pour ces personnes. Et puis, des mesures sur l'exécution du contrat d'apprentissage qui vont se rapprocher du droit commun. À noter également un petit point que je me suis noté là, c'est qu'en fait, l'enregistrement de ces contrats d'apprentissage qui étaient réalisés jusqu'ici par les chambres consulaires seront à terme donc remplacés par un dépôt auprès des opérateurs de compétences. Un point à présent sur le compte personnel de formation, puisque l'accès à la formation est bien garanti comme un droit individuel, mais une attention toute particulière est prêtée aux travailleurs handicapés. Donc, concernant le montant des droits, puisqu'il est valorisé pour les personnes en situation de
de handicap, puisqu'il sera de 800 € par an plafonné à 8 000 €, contre, pour l'ensemble des salariés, 500 € plafonnés à 5 000 €. Des mesures également seront prises par décret également sur la majoration de l'alimentation des droits pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et dernier volet, c'est que le critère d'ancienneté de 2 ans dans l'entreprise nécessaire pour être éligible au CPF de transition professionnelle dans l'optique d'un changement de métier a été supprimé de la loi. Une dernière fiche concernant donc ces mesures spécifiques. Donc, toute entreprise qui emploie au moins 250 salariés devra désigner un référent handicap chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Concernant le télétravail, le refus d'une demande de recours au télétravail formulée par un travailleur handicapé devra dorénavant être motivé par l'employeur. Et 2 éléments qui sont là un peu plus indépendants de l'entreprise, mais qui auront un impact évident. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pourra être attribuée de façon définitive en cas de handicap irréversible. Et les directives européennes concernant l'accessibilité numérique sur les sites internet et applications mobiles des organismes du secteur public seront transposées. Voilà. Donc, je m'arrête là sur ce premier et deuxième volet, et donc je me propose de laisser la parole à ma collègue Yamina Ahmed Brahim, qui va évoquer les points concernant l'évolution pour les entreprises adaptées. Merci Céline. Voilà, je me présente, je suis chargée de mission à la Direct Île-de-France, chargée de mission entreprises adaptées. Donc, la loi Choisir son avenir professionnel introduit une réforme des entreprises adaptées. Donc, avant toute chose, déjà rappeler la définition brièvement de ce qu'est la définition de l'entreprise adaptée. Donc, c'est une entreprise à part entière qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés, orientées par la CDAPH, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Donc, ces entreprises signent une convention avec l'État et ont pour mission d'embaucher la majorité de leurs effectifs salariés avec une reconnaissance travailleurs handicapés. Donc, ce sont des entreprises à part entière, comme je l'ai dit, qui officient dans des secteurs professionnels, dans des secteurs d'activité très très variés. En Île-de-France, on en compte 75, donc dans des secteurs extrêmement variés, espaces verts, communication, numérique. On a également des entreprises dans le secteur du transport. Voilà, donc les modalités de recrutement de ces entreprises adaptées donc se fait via le service public de l'emploi ou par un recrutement direct. Et la réforme va donc préciser, on n'a pas encore les textes, mais un arrêté va préciser les critères d'éligibilité en entreprise adaptée. Il est clair que la réforme vise à favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap les plus éloignées de l'emploi. Donc, le maître mot de la réforme des entreprises adaptées, c'est l'inclusion. L'inclusion en rapprochant les entreprises adaptées de la logique d'entreprise et en envisageant, enfin, la réforme a pour ambition de faire en sorte que l'EA ne soit plus vue comme une entreprise où les salariés restent, mais bien une forme de tremplin vers l'entreprise classique, de plus en plus. Donc, la réforme vise à favoriser la mixité des publics en entreprises adaptées. Là où avant réforme, on avait un objectif de 80, enfin, il y avait les entreprises adaptées devaient embaucher à minima 80% de leur effectif à la production avec une reconnaissance travailleur handicapé. Aujourd'hui, la réforme introduit un taux plafond, de 75% pour les nouvelles EA, donc on ne pourra pas dépasser 75% de salariés avec une RQTH au sein des EA. La réforme aussi vise à favoriser les embauches des salariés d'EA par des entreprises d'accueil dans le cadre de mise à disposition avec un financement de l'encadrement au sein de l'entreprise d'accueil.
Et puis, la réforme introduit surtout des objectifs en termes de sortie en emploi durable vers l'entreprise classique. Voilà. Et pardon. Et donc, la réforme introduit également 3 expérimentations. Donc, la première qui est mise en œuvre, c'est l'expérimentation des CDD tremplins. Donc, la possibilité pour les entreprises adaptées de contracter des CDD de 24 mois, incluant un volet formation et accompagnement social et professionnel. Et également, l'année prochaine, nous verrons l'entreprise adaptée de travail temporaire et l'entreprise pro-inclusive, l'entreprise adaptée pro-inclusive, qui donc vise la parité, et la mixité des publics, la mixité parfaite entre personnes reconnues travailleurs handicapés et public classique. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour tous ces éléments et je vous précise d'ailleurs que vous pourrez les retrouver en vidéo et retrouver la retranscription à partir du mois de janvier. Les 2 éléments seront mis à votre disposition. Merci beaucoup pour la vivacité de ces échanges. C'était très dense. C'est le mot de la fin à Eddy Couati de la Direct Île-de-France et je lui cède le pupitre. Écoutez, je vais être assez bref parce que je pense que nous avons largement dépassé notre temps qui nous était imparti. Donc, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir participé effectivement au nom de la Direct, effectivement, à votre présence ici. Je crois qu'avec toutes les réflexions, toutes les propositions qui ont été présentées par l'ensemble des intervenants des 3 tables rondes, on aurait pu consacrer carrément une journée entière. Je pense que vous voyez bien effectivement que c'est tellement riche que on aurait pu effectivement faire ce type de format. Donc les acteurs du plan égalité, puisque vous êtes ici effectivement à l'invitation des acteurs du plan égalité Île-de-France, donc c'est un plan qui a été signé par les partenaires sociaux, c'est important, et le défenseur des droits. Donc c'est important que vous sachiez que nous avons un thème chaque année. Donc cette année, effectivement, c'est la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'année prochaine, effectivement, ça va être l'égalité femmes-hommes. Nous avons un 3e thème qui sont la discrimination liée à l'âge, donc les seniors. Et nous avons un 4e thème qui est très peu connu, mais qui quand même pose problème, qui est donc la question des personnes résidant dans les territoires. Donc, vous êtes ici effectivement sur le thème effectivement de l'inclusion. Donc, je voulais effectivement vous dire que ce que je retiens effectivement, c'est que vous avez pu constater qu'il y a 2 dimensions qu'on a mis en valeur aujourd'hui. La question RH, qui est quand même pour nous très importante, mais nous n'avons pas négligé non plus la question de l'usure et de la désinsertion professionnelle. Donc lorsqu'on a monté ce séminaire, on s'est posé la question en disant, est-ce que on doit trouver le juste équilibre, mais comment? Compte tenu effectivement que les 2 thèmes sont prioritaires pour la Direct. Nous avons effectivement, je vous rappelle que nous avons un pôle travail au sein de la Direct et nous avons aussi un pôle qui se charge du développement des entreprises. Donc effectivement, ces 2 pôles-là ont été mis à contribution. D'ailleurs, je remercie ma collègue du pôle travail ici présent. Donc, vous avez bien vu effectivement qu'on a essayé de chercher une complémentarité entre les 2 domaines, usure professionnelle, accompagnement RH. Cela étant, je crois effectivement ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut travailler à long terme, notre séminaire est intégré donc dans le plan régional, effectivement, qui est donc le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et là, vous l'avez bien souligné, monsieur, en tant qu'acteur de la GFIP et en tant qu'acteur du programme du plan régional, effectivement, nous travaillons sur le long cours. Et donc, tous les acteurs, effectivement, qui sont ici présents, Cap Emploi notamment, mais je ne vais pas les citer tous, parce qu'ils sont nombreux, effectivement, travaillent sur le long cours et travaillent toute l'année à enrichir ce plan. Et mieux encore, non seulement à enrichir, mais avoir des actions territoriales, des actions toute l'année. Donc, l'année entière est jalonnée d'actions, effectivement, de l'ensemble de ces acteurs. Je retiens aussi que nous avons une présence importante, significative des médecins du travail.
je crois effectivement c'est important que vous sachiez que nous avons avec vous intégré effectivement ce point en intégrant effectivement ce que nous appelons le programme, le plan régional santé au travail, qui couvre quand même plusieurs années, 2016-2020. Et donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'effectivement, il y a des acteurs de l'insertion ici présents et des acteurs de l'emploi qui méconnaissent effectivement ce plan régional sécurité au travail, il a effectivement pour ambition d'avoir 3 objectifs. L'objectif numéro 1, l'axe stratégique numéro 1, il se donne pour objectif la prévention primaire et au développement de la culture de la prévention. Et on a vu ce matin, au cours de ce séminaire, que cet axe est également très important dans le but d'éviter l'apparition ou l'aggravation de l'handicap. L'axe stratégique, effectivement, de ce plan régional de sécurité au travail, c'est qu'il y a la question de la qualité de vie au travail. Et je crois que beaucoup d'intervenants ici ont évoqué notamment la question de la sinistralité. Donc, les gens de la CRAMIF savent de quoi nous parlons. Effectivement, les EHPAD sont au top de la difficulté en termes de sinistralité. Je crois effectivement l'indice de fréquence est de 95 pour 1000. C'est quand même assez grave pour dire effectivement qu'il y a à améliorer la qualité de vie au travail, tous secteurs confondus. Et donc, ce plan régional sécurité au travail a intégré la question de la QVT. Et l'axe 3, effectivement, c'est le problème du dialogue des acteurs et la mise en cohérence, la mise en lien de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la sécurité et la santé au travail. Je rajouterai que ce plan aussi intègre tout ce qui peut être prévu pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Je pense effectivement que là, il y a beaucoup de choses à faire. Je rappelle aussi que, et là, effectivement, le consultant l'a évoqué, effectivement, nous avons les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, excusez-moi, des services de santé au travail interentreprises. Et là, effectivement, il a été signé notamment par les services de santé au travail, la CRAMIF et la Directe. Et donc, c'est structurant pour nous. On travaille vraiment sur le long terme. Donc, 2020, il nous reste encore 2 années d'activité au sein de ce plan. Et je rappelle aussi que les services de santé au travail œuvrent pour le maintien en emploi des salariés dans le quotidien des missions des médecins du travail à travers leurs propositions d'aménagement de postes de salariés, dont les salariés en situation de handicap, et bien sûr dans le cadre de l'axe du maintien en emploi. Ce sont des travaux structurants qui sont menés donc au sein du PRST3 et en cohérence avec l'action publique en faveur des salariés en situation de handicap. Donc, on clôture très vite. Je vois effectivement que le temps passe. Je pense effectivement que c'est important de rappeler effectivement que l'AGFIP a été partie prenante avec nous dans cette rencontre. Je remercie ici vivement l'ARACT, qui est donc l'association régionale d'amélioration des conditions de travail, qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Et je vous remercie donc, Monsieur Lagrange, d'avoir effectivement participé à l'animation.